Bonsoir et bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Mon nom est Catherine Plourde et je suis responsable des activités culturelles. Vous m'entendez bien? Ce soir, nous sommes très heureux de vous recevoir à l'auditorium après un si long délai dans le contexte de notre nouvelle exposition « Combien de temps faut-il pour qu'une voix atteigne l'autre ?» Cette exposition, que je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait, regroupe des œuvres de la collection permanente, des nouvelles acquisitions et des prêts majeurs autour de thèmes qui vous ont sans doute touché durant les derniers mois. Pour en parler ce soir, nous sommes heureux de recevoir deux personnalités qui font partie de l'exposition. L'artiste Raphaël Lozano-Hémer, dont l'œuvre Dernier soupir, The Last Breath, y est exposée, et la poète Nicole Brossard, qui a offert son souffle à l'œuvre. Nos invités discuteront avec celle qui a initié et mené ce très beau projet d'exposition durant la dernière année, notre conservatrice en chef et commissaire de l'exposition, Mary Daly Desmarais. D'abord et avant tout, je dis un grand merci. En fait, un énorme merci, je dois dire, à Raphaël et à Nicole d'être ici. C'est vraiment un honneur pour moi de partager la scène avec vous ce soir. Et j'ai aussi eu le plaisir de passer dans les salles de l'exposition avec vous deux et de voir cette collaboration entre vous deux, en votre présence aussi, était vraiment émouvant pour moi. Donc, merci pour votre présence ce soir. Merci aussi à vous tous d'être ici avec nous. C'est la première conférence qu'on fait en présentiel. Et je ne peux pas vous décrire le plaisir qu'on a de voir des gens dans nos salles de nouveau. Donc, thank you all very much for being here tonight. I really want the spotlight to be on Raphaël and Nicole, mais je vais quand même prendre un peu de temps pour contextualiser l'œuvre, le dernier soupir, excusez-moi, dans le cadre de l'exposition. Donc, je vais vite passer à travers le parcours. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Mais je dis qu'on pensait que Nicole et Raphaël seront les personnes parfaites pour faire cette conférence d'ouverture parce que leur pratique touche tellement profondément la voix, je dirais transforme la voix de leur propre façon dans des œuvres d'art, parce que je considère la poésie un art aussi. Et bien évidemment, la voix est le sujet central de l'exposition. Combien de temps faut-il pour qu'une voix atteigne l'autre? Juste un petit mot sur l'origine de cette exposition. Il y a à peu près 7 mois, ou en tout cas cet hiver, j'ai littéralement marché sur la question titre de l'exposition, qui est inscrite au plancher du musée, parce qu'elle fait partie d'une œuvre faite par l'artiste montréalaise Betty Goodwin dans le début des années 90. Et ce qui est intéressant, c'est que Betty Goodwin, it's really a small world at the end of the day. Betty Goodwin était très inspirée par la poésie de la poète américaine Caroline Forcher. Et si je ne me trompe pas, c'est bien Caroline Forcher qui vous a présenté votre Lifetime Achievement Griffin Award il y a quelques années. Donc, les liens, les mondes se croisent à travers cette exposition. L'exposition ouvre avec cette magnifique œuvre d'art de l'artiste autochtone Rebecca Belmore, qui, lors du Chrysoca dans les années 90, a créé cet énorme porte-voix, justement pour créer un dialogue non seulement sur la Terre, mais aussi avec la Terre. Donc, elle a pris cette mégaphone, porte-voix, dans les 4 coins du pays. Elle a invité les peuples autochtones de activer l'objet, de parler de leur relation avec la Terre et aussi de s'exprimer sur leur lutte pour leurs droits
territorial. Donc c'est un objet qui est vraiment à la fois politique mais aussi poétique d'une certaine façon, et on entend justement les poètes aussi qui nous parlent avec cet objet. Il y a aussi, ça c'est un vue de profil, il y a aussi une autre salle qui crée toutes sortes de dialogues entre différents aspects de la collection du musée, que ce soit des vases grecs, des manuscrits perses, des sculptures, des artistes comme Auguste Rodin, par exemple, les tableaux d'anciens maîtres qui évoquent chacun de leur propre façon ce désir de se faire écouter, de communiquer avec l'autre. Il y a aussi une salle qui regroupe des artistes qui étaient vraiment les pionniers de l'art conceptuel, de l'abstraction au Canada et plus spécifiquement au Québec. Les artistes comme Charles Gagnon, vous voyez cet magnifique tableau écho sur l'écran. Justement, on voit dans cette salle une évocation du son, de la voix à travers l'abstraction, ou des œuvres conceptuelles que vous voyez dans ce travail de cette œuvre de Raymond Gervais qui a été offert au musée par l'artiste. Ce que vous voyez devant vous, c'est juste un chapitre de l'œuvre qui contient 283 CD, chacun duquel contient un texte à peu près dans la même veine que des textes que vous voyez devant vous. C'est these kind of imagined encounters, like music minus sounds, or tous les duos possibles, les sons de regard. Donc c'est une œuvre qui est très poétique, qui évoque les sons impossibles, mais qu'on peut quand même presque entendre ou on peut imaginer. Donc, c'est quelqu'un qui était très intéressé justement en cette tension entre le son, la silence et le texte. Il y a aussi une section de l'exposition dédiée à l'écoute corporelle, c'est-à-dire la façon duquel nos corps peuvent écouter. Bien sûr, les oreilles se trouvent sur le corps, donc évidemment, on écoute avec nos corps, mais même en silence, même à travers la touche, on se parle aussi. I've always loved this triptych by Geneviève Cadieux. You see the artist Anne-Marie, the actress, Anne-Marie Cadieux, who served as the model for this work, where you can see she's kind of evoking these desperate cries that you almost want to hear. Of course, you don't hear them through the photograph, but they are eloquent and I think loud in the way that they speak to us. And for me, it was incredible to see these in person. I had only ever seen them in images. And this was the first time that we've taken out this work in 10 years or something like that. So it was really fantastic. A fantastic experience in the context of this exhibition to bring out works that treat this theme that we haven't been able to see. And it's something that Stefan and I really want to do going forward, is to think about new and interesting ways to activate the collections of the museum, not just our contemporary collections, but all of the very rich collections that we hold in the museum. There is also a section of the exhibition dedicated to the voice of resistance. Tous ces œuvres utilisent une sorte de langage pour résister à la subordination. Ce que vous voyez devant vous sur cette grande table, qui est une œuvre faite par l'artiste indienne Shilpa Gupta, c'est une table qui contient 100 livres moulés en bronze. Et chacun de ces livres a été écrit par un poète qui a été emprisonné à cause de ces mots. Donc, ce qu'on voit sur chaque livre, c'est un vers de poésie écrit par un poète emprisonné. Et l'œuvre s'appelle For in your tongue I cannot fit 100
100 jailed poets. And these poets come from all around the world, Afghanistan, Pakistan, les États-Unis, la France. Et c'est très émouvant de voir ces voix regroupées. C'est un témoignage à le pouvoir de la voix humaine aussi. Il y a une œuvre de Hannah Klaus à droite, artiste autochtone aussi, qui utilise un langage symbolique pour décrire certains accords entre les peuples autochtones et les colons qui ont été rompus. Et à l'autre côté, il y a l'œuvre de Irene Whittom, avec qui vous avez collaboré. Nicole, vous venez de me montrer une image qui, dans cette œuvre, note sur l'histoire de l'art, présente, en fait, elle a littéralement pris des notes d'une étudiante en l'histoire de l'art, ce qui représente une certaine transmission de connaissances. Mais sur ces notes, elle a fait des dessins, ses propres notes aussi, qui résistent justement à cette structuralisation, oui, j'espère, oui, de connaissances. Et alors, c'est après une autre salle dédiée à une œuvre de Stanley Ferrier qu'il faut aller voir, qui traite de la mort de George Floyd, qu'on passe à cette salle qui est dédiée à justement la respiration comme témoin silencieux de la vie humaine, de la présence humaine. Et c'est vraiment votre œuvre, Raphaël, qui est au centre de cette pièce. Et même si cette œuvre appartient à la collection du musée depuis 2012 ou 2013, c'est pour la première fois dans le cadre de cette exposition que l'œuvre est activée avec la respiration de Nicole Brossard. Donc, je vous remercie tous les deux pour cette collaboration. Et avec cela, je te passe la parole, Raphaël, pour parler de cette œuvre, le contexte, et ensuite on va entendre de Nicole aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mary. Je suis vraiment ravi d'être ici. Je voudrais parler en anglais pour vitesse, mais je voudrais montrer mon admiration à Nicole Brossard. Je suis désolé, mais je lis votre poésie en traduction en anglais, mais ça marche très bien en anglais. Donc, félicitations pour le poème et pour la traduction. Donc, I will switch into English real quick and also switch my display. I want to, as part of the presentation, give a bit of context over the work Last Breath. And I want to start just with a slide, just putting the faces of some of, or most of my collaborators and assistants at the studio here in Montreal, because the work that I do is not the work of somebody by himself or herself in front of a canvas having inspiration, but is part of a collaborative development that has engineering and programming and design and so on. And so these are the people, some of whom are here, so it's strategic that I show the picture so that they know that I acknowledge them every time I speak. All right, so there's a very big tradition of visual art trying to deal with breath and try to deal with the idea that the atmosphere is not to be taken for granted. For me, the atmosphere, especially after COVID, is this so-called neutral area, but that wants to kill us, right? So we now have this COVID virus that invisibly is connecting all of us in a planetary problem, right? Buckminster Fuller used to say, planetary problems need planetary solutions. And the artists have been at the forefront, in my opinion, to try and highlight that the breath is not to be taken for granted. The breath that is inside of your lungs, which is very private, goes out when you speak, and it creates a turbulence in the public. And now somebody else breathes it. I'm in Mexico, an uncle of mine, Octavio Paz,
Lozano is a Mexican poet. He spoke a lot about the moment where the poet speaks the poetry, becomes part of the atmosphere, and then you can breathe the poem into your lungs. So I've been very interested in making tangible the breathing. So the project started with Omara Portuondo. She's the singer for Buena Vista Social Club. And the question was, somebody like her, who is so full of life, who is the voice of Cuba, is there a way that we can try and capture romantically this breath, you know, this privileged kind of presence? So we asked her to breathe into a brown paper bag, and then we kept her breath, and we want to keep it alive. We don't want it to be a fossil. We want it to be dynamic. So I will show you what we did with that. Then we did the same with Pauline Oliveros. So Pauline Oliveros was an American avant-garde composer and accordionist who talked about deep listening. The idea that the atmosphere is always have like acoustic properties that if we listen, if we can be attuned, we can vibrate to it. And her last breath is now at the SF MoMA in San Francisco. So if you want to see the last breath of Pauline Oliveros, you go to San Francisco. Then we did it in Ecuador for the Cuenca Biennial. And this is poet Efraín Jara. And these breaths live in a device which makes it inflate and deflate 10,000 times a day, which is the normal respiratory frequency for an adult at rest. So the machine, it's a respirator that is bespoke, is made at my studio. It's meant to be completely transparent so that you can see the interaction between the bellows that increase and decrease and the inflation of the brown paper bag. Every time that the machine does a stroke, there's a little counter and a little beep that tells you, okay, this is being counted. And a couple of notes, one of them is the machine, not only can it breathe, but it can also sigh. So about, I think it's something like 50 times a day, the machine takes a very long breath. It goes, like that. And I like that sometimes it does that as well. The idea of this project is to create a biometric portrait. So how can you, instead of represent somebody by their likeness or by their signature or by their fingerprint or their handprint or sculpture, you try and capture their breath. And I should mention that the brown paper bag is a special brown paper bag. It's actually a fried chicken paper bag because it has plastic lining, so it's completely hermetically sealed. The breath will never leave between the machine. And so in 2012, Mary's right, the Musée des Beaux-Arts acquired this work, and we had been thinking, who could be the person that can be animating this piece into the future? And Nicole Brossard's work came through as an adventurous, strong, powerful, poetic voice, but also with a sense of humor. Because to be part of this project, you have to have a kind of sense of how absurd it is to try and capture this breath. And so this is Nicole. If you can give her a round of applause, please, because that's the best one so far. I mean, that's incredible, right? So I love it too because there's just this challenge. I mean, it was the first one. C'est la première fois qu'on fait ça. We didn't need any more takes. I also want to point out that her shirt says "Artists and Robots." I mean, how cool is that for a poet laureate to be wearing an Artists and Robots shirt, which is a show I did at the Grand Palais in Paris. Well, I was part of it. Okay, so just real quick, running through a couple of other works that are of similar
Some of you may have seen this work at the Musée d'Art Contemporain. It was supposed to open in April of 2020 at SF MoMA, but if you know this work, you walk into a cabin to breathe the air that has already been breathed by everybody before you. It's a very gross work, disgusting. Not the best COVID-friendly work. Not a good COVID work. And it has massive warnings against contagion, panic, and asphyxiation. And people still go in. And the idea is that you sit down and you breathe the air that has already been breathed by everybody before you. And it's it's quite disgusting, musty, and you're just breathing this toxic air and contributing to it. This project is kind of like a commentary on the commons, right? The air that we breathe. The idea that your participation makes the air more toxic into the future. And in this particular piece, we actually are animating 61 brown paper bags. And we're using 61 because it's 5 octaves, which is the type of organ that we inspired the design on. But this is think of this work as a kind of massive interactive last breath, but for our planet. We are breathing 422 parts per million of carbon dioxide. Never in the history of humans have we ever breathed so much. The scientists tell us that 350 parts per million is what we need to keep the planet alive. And sadly, more and more we are seeing that the governments are not listening. So artworks that kill you or artworks that asphyxiate you are very necessary because symbolically they help us, in my opinion, engage with this supposed neutrality and expansiveness of air. A couple more pieces more along the lines of voice. So I'm very interested in how do we affect the atmosphere? How do our voices travel into space? So for this particular project, we worked with 6 actors. Every atom impressed with good and with ill retains upon us emotions which philosophers and sages have imparted to it, fixed and combined in 10,000 ways with all that is worthless and base. I'll bring it down. So she's reading Charles Babbage's Third Bridgewater Treatise and talking about how the atmosphere is recording everything she is saying. And this is the vocal folds, is the actual orchid that we all have in our throat that connects to the air to actually bring the sound. And this is also slightly disgusting work. I don't have gallerists here because normally they say, don't call your work disgusting. But it is pretty gross. But the best part is this, at the very end. At the very end, you see the endoscope coming out. And again, just really interested by how we impregnate the air. And so it comes out, and this is the poor actress. And we had 6 different people, and they all came with their photos and whatever. It's like, we don't really care. We just want to go inside. And you may have seen this work as well, just a system of laser tomography that we developed in conjunction with NYU and Auburn universities to measure the density of the air, because we wanted to see when you speak, you create a turbulence in the air. We wanted to see, well, what's the shape of this turbulence? So we used photogrammetry to take these slices of density as someone spoke, and then we 3D printed the first speech bubble. So this is what speech looks like. And I really like that the very first test that we did is the size of my hand, because I like that it was like, your word is like a projectile that you can throw. So sometimes I lie and I say that the first word is fuck, because I like the idea of just fuck. But in fact, the first word is the French word au, because we decided to print the first human speech to be au clair de la lune. And we wanted it to be au clair de la lune because an inventor called de Martinville, 20 years before Thomas Alva Edison did the phonograph, recorded with wax and soot human voice. The very first human voice recording was made by de Martinville in France. And what he said is au clair de la lune. So we wanted this structure, which is time passing. The mouth is on the left, so time starts over here, and it reads that way. If the same person says the same thing, the structure will be completely different. And we like the fluid dynamics generating unique shapes every time.
And now, as you may know, in Canada, there's R. Murray Schafer, who is kind of like the John Cage of deep listening and soundscapes and so on. He just died. And we're making a homage to R. Murray Schafer. He famously sort of summarized his practice with listen to the world. So we're taking the words listen to the world and making a massive sculpture for the National Art Gallery. And as a digital object, this is wonderful for me because there's no internet, no electricity. We just plop it there and it works. But we never have touched this thing. In fact, when I saw the first 3D prints, I called my galleries and I said, I'm a sculptor now. But the truth is, I'm not a sculptor, but this is generated by the voice saying, listen to the world. Almost done. Okay, so now into the more sort of memorial. I do a lot of sans lumière. I do a lot of artwork outside. So for me, it's very important to think, when we're thinking about remembering, right, that we don't have a monumental approach, that there is a certain merit in making pieces that are ephemeral, that have a certain sense of anti-monumentality, where relationships are not made against like a very serious history or politics, but an equally serious micropolitics of participation. So in 2008, I was commissioned to remember the massacre of students in Tlatelolco Square in Mexico City. If you guys know about this, basically 10 days before the Olympics were to start, the government sent in the troops. About 300 peaceful students and activists were murdered. The number is not clear. And the blood was cleaned that very day, and the media did not report the massacre. So how do you remember this incredibly dark and quite taboo subject in Mexico until 15 years ago, no one would talk about this. So instead of having just like a monolith with remembering the names of the students, we wanted to do something active with a voice. So in Voz Alta, which is the name of the memorial, we created a megaphone. And so the participant's voice gets converted into a searchlight right from the site of the massacre, and then it hits the Ministry of Foreign Affairs. And the microphone is not censored or moderated. Anybody can take the mic and speak their truth. Over the course of 3 weeks or 2 weeks, every night from, I can remember, 7 p.m. to 10 p.m., anybody could come into the microphone and speak. And over this course, it was extremely moving. People, survivors of the massacre, like this lady, students, poets, manifestos. We had people express themselves. It was very touching. We had a fellow say, my name is so-and-so, and I'm here to say that my father was one of the soldiers who committed the massacre, and I'm in a new generation, and I've lived with this guilt all my life. So this kind of sense of the voice becoming visible and taking over the city and remembering. And then when no one was participating, automatically we would also have recordings from the 1968 student movement to, sort of lift the relationship between the historical and the actual. Another thing that happened in this project is your voice would also become FM radio. So if you were driving in your car looking out the window, you would see this massive searchlights flashing. Or if you were at home or at school or at work, you saw these lights flashing. You could tune in to 98.1 FM, Radio UNAM, and listen live to what the lights were saying, without moderation, without censorship. So it was a way to also intervene in the media landscape, because the media landscape is also complicit with the massacre. And this radio station is the university radio station, meant that the whole project was kind of like an ongoing program of remembering what had happened, but also of thinking about contemporary massacres, more recent massacres. And to me, that was important, because sometimes the memorials try to kind of capture and pretend that this is the past, when in fact the situation is dire now. So I'll fast forward a little bit but it was
very moving. So these are the searchlights that would then beam people's messages across the city. You could see them from a 10-kilometer radius. And then you could hear over the radio. Now, of course, it wasn't all awful stuff. We also had marriage proposals and poets and people flirting and stuff like that. I really like when the piece gets activated in different ways. All right, so this is Voz Alta, and a similar project. Oh, I'll show you a similar project in the end. This one is one that we just did at the studio 2 years ago. It converts your voice into clouds, temporary clouds of water vapor. So she just said the word nation. So the person speaking is Caroline Record, who is the programmer, and the person walking is Rebecca Murdoch, who is industrial designer. Ego. And it has voice recognition. So it's listening to your voice and then just making words disappear temporarily. And you can just imagine. Okay. Finally, to show you the similar project to Voz Alta, this we just did right before COVID, still during Trump's presidency, massive bridges of light across the US-Mexico border, connecting El Paso, Texas, and Ciudad Juárez, Chihuahua. And we made 6 stations like the one you see there, and you could use that wheel that you see next to the boy to direct the searchlights. And when your searchlights intersected the searchlights of someone else in another station, automatically you could speak to him or her and they could speak to you. And if you're not interested, you could just tune them out and scan somebody else. So this was very important. Over the course of a couple of weeks, tens of thousands of people across the US-Mexico border spoke to each other. It was a very sad project because about 70% of the people have been divided, so families would come together to speak through this bridge of light. But we also had beautiful moments, like, for example, we had a lot of indigenous communities come together and speak something other than English or Spanish. They would speak Rarámuri, Ende, and Tigua. Or, like, for example, these 2 ladies don't know each other. They can't see each other, but they know that they listen to each other, and they're kind of understanding what's the violence of the area. At the same time, there was also poets and feminist rappers and historians and veterans of war who fought for the United States in Vietnam but now got deported into Mexico. I mean, it was nonstop. The voice is a fundamental way in which we engage with the social, obviously, and to make that tangible and erase, at least temporarily and symbolically, the border that is dividing these sister cities was a very moving project. And what I like about these projects is that I don't control them. The content is completely generated by the public that participates. A couple of surprises. This Republican mayor of El Paso turned out to be wonderful. This is a veteran. And this is the Republican mayor. He's saying, that El Paso is one of the safest cities in the United States, not thanks to the wall, but thanks to the commerce with Mexico and thanks to the interdependence of it. So it was nice to see a Republican with a backbone. Anyway, so this is on the subject of visualizing voices and taking over the atmosphere. I think of the atmosphere as a great place for what Otto Pin used to call sky art, or Sun Ra used to call, space is the place. This capability that we have to not take for granted this shared atmospheric space to create poetic or critical moments. Last thing about this is every night we had a show for about 30 minutes before the general public would control the lights. And it was wonderful because it would be, like I said, historians or poets, mariachi bands, serenades. I mean, it was really, really intense and beautiful. So that's the last project. I won't show that one. To close, the latest memorial that the studio has made
And again, even though it's not related to Last Breath, it's something, that has to do with the ephemeral. So during COVID, the studio, like everybody else, we were working from home, and we noticed that one of the two big problems. The first one is hundreds of thousands, millions of people were dying. And we just hear the statistics, right? We don't see the stories behind what are these numbers. So I think that art is a really good vehicle to help you visualize the actual people behind. The second problem is people were not being able to mourn. People were not being able to go into, say, a hospital and be with their loved one. And so this distance, the social distancing, made it really difficult to have a proper mourning. And so in this project, what you do is you send, it's a website, it's called acrackinthehourglass.net. When you go into it, you can send a photograph of your family or friend, and it's received, it's processed with artificial intelligence, we remove the background, and then we have sand from an hourglass make a portrait, a robotic portrait of this. And gradually, the process takes about 20 minutes. Gradually, the portrait of your loved one appears. It's broadcast in the internet so that other people can see it. And the idea is to bring people together, even though they're at a distance, in a remembrance of this person. So this is the portrait, and that's the original photo. And then what happens is we tilt the platform so that automatically we recover all of the sand to make more and more portraits. Everybody gets a web page with a dedication and video. And in the end, the project is made now over 400 portraits, all with the same little amount of sand. So for me, this is the symbol of continuity. It's the same sand creating different likenesses of all of the people that have been there. Ultimately, my works, and I think that this is why I love poetry, is because it's about a certain fragility, a certain ambiguity, a certain incapability to describe things scientifically. I have a science degree, but I think that it is poetry in its capacity to evoke different universes simultaneously that compresses information in the most significant way. So I leave you with a quote from Montaigne. Montaigne said that to philosophize is to learn how to die. And I think art is a little bit like that, especially at a time after this pandemic. We're all just sort of understanding about the fragility and the time that we have in here. And I'm hoping that Last Breath is not seen as a way to capture Nicole's spirit or something like this. It's more about capturing her fierceness and her capacity to stay in our minds, in our hearts, and in the atmosphere. So that's my presentation. And again, Nicole, thank you so much. Je suis très content d'être ici. Donc, merci beaucoup pour travailler avec moi dans ce projet. C'est très, très weird. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette présentation qui nous donne un contexte très riche pour ton travail et aussi pour considérer la voix dans tous ces registres, parce qu'on voit que c'est beaucoup plus qu'un phénomène sonique. C'est vraiment ça traite la connexion entre les êtres humains. Alors, avec cela, je passe la parole à vous, Nicole, parce que j'aimerais vraiment entendre, je pense qu'on a tous envie d'entendre de votre part, comment c'était pour vous de collaborer à cette œuvre de Raphaël. Comment est-ce que vous avez expériencé cette idée de le dernier soupir? Je vous laisse parler. Merci. Merci. Et tout d'abord aussi, je veux dire à quel point je suis heureuse d'être là et d'être aussi auprès de Raphaël, que je connaissais déjà par son travail, que je n'avais jamais rencontré. Et j'aimais déjà son travail. J'ai retrouvé dans mon iPhone des photos de ses œuvres.
Donc, c'est dire qu'il y avait déjà un lien. Elfriede Jelinek dit nous sommes faits pour l'éternité, mais nous ne savons pas pourquoi. C'est une source de réflexion et le mot éternité revient. Il accompagne toujours la respiration, puisque c'était la proposition aussi. C'était une très grande proposition. Alors, je dis rapidement un peu comment les choses sont passées. J'ai parlé à 2 reprises au téléphone avec Raphaël, et comme vous venez de l'entendre, il chatouille fortement les neurones. C'est très stimulant. Et dans la première conversation, il me dit « By the way, peut-être que je pourrais obtenir pour telle œuvre, peut-être que vous pourriez souffler dans un petit sac brun, etc. » Bon, d'accord. Et puis, la conversation qui était sur un tout autre sujet se poursuit. Et puis, on se reparle 3 semaines, 1 mois plus tard. Et encore une conversation magnifique qui transporte, qui donne envie d'écrire. Mais là, je comprends un peu mieux l'œuvre, de quoi il s'agit. Et j'avoue qu'il y a beaucoup d'anxiété, de panique, même si j'ai le sens de l'humour, il n'en reste pas moins qu'il y a une gravité qui s'installe quelque part. Bon, j'avais donné mon consentement, mais moi, je savais, je lui disais d'ailleurs au téléphone à quelques reprises, je vais écrire, je suis déjà en train d'écrire, il va y avoir un poème, c'est certain. C'était pas son problème, lui, qu'il y ait un poème ou qu'il n'y en ait pas. Mais pour moi, je le répétais, je tentais de me convaincre qu'il fallait absolument que j'exorcise dans une certaine mesure des éléments de l'œuvre. Et pour le faire, c'est la première fois de ma vie, je pense, il a fallu un poème. Je pense que je n'écris jamais pour exorciser quoi que ce soit. Peut-être que c'est avec le temps, ce sont des habitudes qui se prennent, je n'en sais rien. Mais j'ai véritablement eu envie d'écrire. Je voulais citer une phrase aussi de Raphaël qui dit « L'art ne doit pas être un objet, mais une relation ». Et au fil de ma recherche, de mon regard sur son œuvre, j'ai bien compris qu'un grand élément de sa relation, c'est par le poétique qu'il passe. Et je pense que, je ne sais pas, c'est peut-être gros, mais je crois que c'est vraiment la traversée de la poésie qui est dans son œuvre. Et c'est ce qui fait que l'œuvre répond en partie à nos questions, mais suscite aussi ce que disait le poète surréaliste René Daumal, et disait « La prose raconte, mais la poésie nous fait quelque chose ». Et c'est exactement ce que font les œuvres de Raphaël, celles que j'ai pu voir. Et là, je vais ajouter, peut-être que tu ne seras pas d'accord, mais je voudrais ajouter qu'il y a 2 éléments. Il y a le poétique et puis comment les œuvres nous gratifient. Mais les œuvres nous gratifient beaucoup en renvoyant notre photo, en renvoyant notre voix, en renvoyant tout notre soupir, notre souffle, tout ce qui nous est le plus intime. Chose que font les nouvelles technologies, bien sûr, via les médias sociaux, c'est-à-dire qu'ils nous font sans cesse revenir à nous-mêmes, mais d'une manière artificielle. Alors que dans les œuvres de Raphaël, nous pouvons revenir à nous, et nous y revenons, lorsque nous y revenons, c'est par la voie de ce que j'appellerais le poétique, l'élément poétique. J'employais tout à l'heure l'expression qui donne le frisson, justement, qui soulève quelque chose qui est à fleur de peau, mais qui pourrait être éteint aussi par les technologies. Alors, tout ça pour dire que ben voilà, j'ai ressenti le besoin d'écrire un poème que je vais vous lire si vous le permettez. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire aussi un élément très important, c'est que
pour me rassurer, j'ai aussi changé, pour un usage personnel, le titre. Je l'ai appelé « Le souffle recueilli », recueilli bien sûr comme rassemblé, réuni, mais aussi recueilli comme concentration et réflexion. Donc, le souffle recueilli. J'ai longtemps marché, imaginant mon dernier souffle dans un sac en papier brun, devenu une œuvre d'art installée dans un musée de Montréal. L'œuvre est composée d'un sac brun, d'une pompe automatisée, de longs tubes blancs. Le sac se gonfle et se dégonfle, comme vous et moi, au quotidien ou au moment de la jouissance. L'œuvre apparaît sur un fond de vaste blanc où elle pend une allure d'ombre et de personnes en danger. L'œuvre martèle l'air ambiant, fond sonore d'usine en délire, a real rampage of life and death. Il faudra traduire. J'existe, jadis, déjà, encore. Ce n'est pas un portrait, mais une signature, une jungle du soi obsédé d'immortalité, d'appartenance et de souffle en boucle, petite âme luttant contre l'effacement. Le sac en papier est la partie prolétarienne de l'œuvre. On peut y mettre un sandwich et aller travailler, y cacher un 26 onces de gin et boire au goulot, vouloir relire A Plain Brown Wrapper de Rita Mae Brown. Une fois dans le sac, le souffle se recueille, se love. C'est alors qu'il survit. Selon les jours, le sac devient un personnage ou pendu, cou, tête, souffle perdu. La machine perpétue le souffle, le tube, la circulation, le blanc, l'esthétique. Le sac est humble. L'ego s'y engouffre, vibrant d'un semblant d'éternité, éperdument la vie. Le sac est en papier qui est enfant de l'arbre, matière précieuse qui devient un jour feuille d'éternité, avec paysage, pronoms et réflexions. Car écrire sur le papier doux, cela, on le fit pendant des siècles. Le sac cache aussi des têtes condamnées au fil du temps, dites nœuds de nuit dans l'absolu. Plus tard, la main de l'enfant de l'arbre plongera dans la peur des ifs et le plaisir de la saveur croisée des êtres et des cyprès. Plus tard, quelqu'un ouvrira le sac, une main cherchant le dernier souffle. J'ai regardé sur le web des photos en prévision de l'œuvre à venir, du souffle à recueillir. Le sac sera déposé dans un coin, exposé seul et bien petit dans le vaste monde du musée. L'horizon est un mur blanc. On y oublie les fautes d'orgueil et l'immortalité. Le moment venu de recueillir mon souffle, nous nous rencontrons chez moi autour d'une table en verre. Derrière l'artiste, derrière moi, des œuvres d'avant le numérique. Le sac est placé au centre de la table entre nous. Il faut documenter l'instant, la capture. L'image est une preuve. Je peux fermer ou ne pas fermer les yeux en expirant. Mais avant, saisir le cou du sac d'une seule main, gonfler la poitrine comme si le vent, tenir fermement la matière du papier, tout l'être bué d'espèces. C'est l'été, les cheveux
pousse plus vite. Tu respires 16 fois par minute, 23 000 fois par heure, par 24 heures. Merci. Alors, vous avez vu à quel point j'ai vécu avec cette œuvre. Mais j'ai oublié de vous dire le principal. Le principal, c'est que j'ai dû aussi écrire le poème parce que je considérais que c'était un grand honneur et qu'il y avait de ma part, entre guillemets, un péché d'orgueil et de vanité qui revient dans le poème. Et ça, c'était probablement lors de la première conversation. Et lors de la deuxième conversation, alors, cette inquiétude sur le titre est venue prendre tout l'espace qui était celui de ma respiration à ce moment-là. Et peu à peu, le besoin d'écrire le poème a surgi. Voilà. Merci beaucoup. Je dois dire que c'est vraiment difficile à poser une question après, après avoir entendu ce poème et aussi ta présentation, Raphaël. Merci énormément à vous deux. You know, Nicole, God, vraiment, I don't even know what to say. It's very hard. But I just, j'aimerais vous entendre un peu plus sur cette besoin d'écrire en présence de l'art, parce que ce poème que vous venez de lire, ce n'est pas la première fois que vous êtes inspiré par les œuvres d'art. Je vous ai vu, comme je vous ai dit, j'ai eu le plaisir de passer dans les salles avec Nicole et dans certaines salles, elle a sorti un cahier, elle a commencé à écrire et je passais de temps devant les œuvres en train d'écrire. Et donc, et vous avez publié des poèmes liés au musée. Donc, peut-être vous pouvez juste nous parler un peu plus de cet lien entre votre poésie et l'art. Bien, merci beaucoup pour cette question. En fait, c'est que j'aime beaucoup les lieux physiques, le lieu physique du musée. J'aime y être, j'aime le silence qui est la plupart du temps disponible, et les titres des œuvres, les œuvres, l'espace, le silence, tout ça contribue à me faire formuler un certain nombre de phrases qui peu à peu vont devenir poèmes. C'est une façon sans doute de reprendre mon souffle dans une certaine mesure, et c'est extrêmement privilégié. Le musée en tant que tel est pour moi un lieu privilégié, est une source, entre guillemets, d'inspiration, tout à fait. Et j'ai écrit un premier livre qui s'intitulait « Installation » et un deuxième, plus tard, qui s'intitule « Musée de l'os et de l'eau », parce que je me suis posé la question de quoi notre corps est-il composé, et j'ai gardé l'eau et l'os, et j'ai mis de côté le sang et la chair, bien que le sang réapparaisse constamment dans l'œuvre sous forme de guerre, de destruction, etc. Mais et donc le souffle n'était pas en tant que tel directement, mais c'était des éléments qui constituent le corps, donc des éléments qui nous appartiennent et qui vibrent en fonction de ce que nous pensons, mais des émotions qui nous traversent au fil du temps. Donc, je pense que ça... Et je me suis rendu compte, aujourd'hui, j'avais oublié que dans un de mes recueils, il y a un long texte qui s'intitule « Respirare l'ombra »,
de Giuseppe Benome sur la respiration. Et c'est que j'avais vu moi-même au Palais Grassi à Venise en 2013 ou 2015. C'est une installation qui est faite de feuillage odorant et dans laquelle il y a la sculpture, un montage avec des feuilles aussi, d'un corps de femme vêtu d'une grande robe et qui a des poumons dorés. Donc les poumons prennent un espace considérable dans sa silhouette en quelque sorte et contribuent aussi à l'étrangeté, mais je dirais à la beauté de la silhouette dans cet espace essentiellement fait de végétation, de feuillage et odorant en plus. Donc, oui, en effet, l'art est toujours là. J'avoue que je suis visuelle, je pense beaucoup avec mes yeux et c'est pour moi une source d'exploration, mais aussi une source de plaisir parce que c'est toujours le lien que je fais souvent dans l'écriture. C'est le plaisir d'écriture est toujours vivant et toujours là. Voilà. Merci beaucoup. You know, one of the reasons that I wanted to make this exhibition, and I also just want to take a moment to thank all of the team. Some of my colleagues are here. My right-hand woman, Natalia Sherbina, on the project, who coordinated everything, and Catherine, and so many others, worked on this on such a short time frame because we had to kind of change our programming so many times, like institutions around the world did, that I know that Raphael, you had to deal with that on the flip side as an artist because your schedule was thrown around so much. But I really felt like as much as things like Zoom and FaceTime, etc., have helped us communicate with one another from a distance, that we remember also the importance of the human touch. It's like seeing a work of art in person. It's not like seeing a work of art on the screen. And I guess I would just ask of you both in closing, you know, what does it mean for you to be in an exhibition about this notion of voice as a kind of metaphor for human connection? And also, how do you think that if you think that communication has changed between humans through this pandemic? A small question pour terminer. Well, I mean, I think it's undoubtedly present that we are in many places at the same time, but we're also nowhere. I think a lot about coming together. Another of the deaths of this year is a guy called Frederick Chevsky. He was a composer, an American Marxist composer who in 1971 composed one of the very first minimal compositions called Coming Together. And the objective is straightforward, is what does art do? Is art brings people together, right? And it's a very hippie idea, but I love it, and I think it's more necessary now than ever. The idea of coming to a museum where you're surrounded by strangers, making work, seeing work that's put together by obsessed people. There is this possibility for the creation of community or haphazard interaction. I think that one word I really hate in art is communication. Because I think communication is, you can put two computers together and they communicate perfectly. But I think that what art is looking for is something that's a little bit closer to a communion. And not a religious communion, but just a sense of sharing and intimacy and complicity and togetherness. So I think that's what's so exciting about today. I haven't been in a presential conference. So, I mean, the idea that if I put my mask and I tell Nicole that I have 2 vaccines, that at the end of this I will hug her. This is amazing, and I think that it's really I mean, there's more to say, but that's just what I think. Yeah.
c'est drôle parce que je pensais bien sûr à la voix. Et hier, je lisais un article qui disait que l'intelligence, il y a un programme d'intelligence artificielle qui permet maintenant de neutraliser l'accent des petites mains qui font qui travaillent dans les centres d'appel. C'est-à-dire qu'ils perdent leur accent indien, philippin, etc. Il y a une voix qui permet de neutraliser de manière à ce que la voix puisse être états-unienne ou britannique, etc. Bon, c'est assez impressionnant, oui. La voix, j'ai souvent dit que la voix, c'est quelque chose qui nous appartient, mais qu'il est très rare dans la vie que nous utilisions le juste ton de notre voix. Nous parlons toujours ou trop haut ou trop bas, mais rarement en parfaite adéquation avec nous-mêmes. Donc, elle est précieuse, elle est en nous, mais elle ne se développe pas toujours autant en termes de son que la voix en termes artistiques aussi. Donc, quelque part, il faut l'aimer peut-être encore plus fort ou la définir comme étant un élément vital dans sa vie. Mais c'est une des choses que j'ai toujours remarquées sur le timbre de voix. Et il est juste, en général, quand il n'y a plus rien à perdre. Quand il n'y a plus rien à gagner, plus rien à perdre, quand nous sommes tels qu'en soi-même, nous-mêmes. Pour revenir à la voix, bien sûr qu'elle traverse ce que vous avez indiqué dans une des premières salles, elle traverse le temps, l'espace. On y pense de moins en moins parce qu'il y a des voix qui ont peut-être 5 siècles, mais que l'on découvre maintenant. Donc, elles ont fait leur voyage et puis enfin, elles ont trouvé une oreille contemporaine de 2021. J'avoue que il y a bien sûr, il y a l'écho de soi. J'avais écrit d'ailleurs un recueil de poèmes qui s'intitulait L'écho bouge beau. Donc il y avait déjà une fascination aussi pour l'écho, mais c'est quand même un petit peu en parallèle. Et je dois dire que dans l'exposition, j'étais particulièrement, mais ça c'est ma propre mythologie, fascinée par les livres, par les dessins sur le journal de l'étudiant, sur les notes des étudiants, par le silence. Vous allez me dire, mais c'est le contraire. Mais j'ai été très séduite, très émue dans la salle de ce que j'ai appelé la salle du silence. Et voilà, c'est une très très belle exposition. C'est une exposition qui invite aussi à l'intime, à l'intimité. Il y a comme un silence en soi qui se fait pour justement écouter la voix. Voilà. Merci beaucoup de le dire. Bon, je pense que c'est tout le temps qu'on a pour ce soir. Merci encore à vous tous pour votre présence. Merci Nicole, merci Raphaël. Vraiment un grand honneur de vous avoir avec nous ce soir. Merci. Merci à vous.